Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Dans la confiance, on entend souvent le mot feeling. Puis ça, c'est un mot qui m'est resté ancré avec toi. En fait, dans le cours que j'avais suivi avec toi à l'université, tu nous parlais que le feeling, c'est vraiment c'est dans notre tête, en fait. Puis que c'est pas parce qu'on a un mauvais feeling que c'est une mauvaise journée et vice-versa. Comment le faire comprendre à l'athlète quand elle nous dit voilà, j'ai pas confiance parce que j'ai pas de feeling sur ce que je fais. Comment l'aider un petit peu là-dedans à se démêler? Oui, en fait, c'est ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le feeling est un bien mauvais indicateur de la performance. Et donc, on est peut-être mieux de se tourner vers des indicateurs plus observables, mesurables, que juste des impressions là, ou des feelings. C'est un peu ce que je disais tantôt. Si la croyance est très ancrée de « Ah, je n'ai pas le feeling », puis que moi, il faut que je le sente pour réussir, c'est de décortiquer ça tranquillement, pas vite, puis dire « OK, qu'est-ce qui nourrit là, ce feeling-là? C'est quoi les comportements? C'est quoi les indicateurs observables, mesurables, objectifs, si on peut dire, qui viennent nourrir ton feeling? Puis est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies des bonnes performances, même si tu n'avais pas tout à fait le bon feeling? Les chances sont que c'est sûrement déjà arrivé. Fait que, de l'aider à revenir dans ses expériences passées, puis lui faire réaliser que, petit à petit, on n'est pas toujours obligé d'être dans l'état optimal pour bien performer. Ça aussi, c'est un grand mythe en psychologie du sport. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé, entre autres, de l'état de flow. Mais l'état de flow, il n'y a personne qui performe toujours en état de flow. Ça serait tellement extraordinaire si on était toujours en état de flow, mais ce n'est pas le cas. Puis, la journée du match, la journée de la compétition, état de flow ou pas, il faut que tu performes. Tu as un job à faire, il faut que tu la fasses maintenant. Donc, l'idée, ce n'est pas de développer l'état optimal pour performer, c'est développer la capacité à performer même si on n'est pas dans l'état optimal. Donc, c'est ça, c'est de changer doucement la croyance de « j'ai besoin d'être dans l'état optimal pour performer ». Non, je peux être dans un état moins qu'optimal, puis je peux bien performer quand même. Est-ce que j'aurais mieux performé si j'étais dans l'état optimal? Peut-être, mais je n'ai pas nécessairement besoin d'être dans cet état-là pour faire la job. Donc, c'est ça, c'est de réduire un peu. Les coachs n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est presque de réduire nos attentes. De ne pas avoir l'attente qu'il faut que je sois parfaite pour bien performer. Il faut que les astres soient alignés pour bien performer. Non, j'ai une job à faire, puis je peux la faire bien, même si je ne suis pas parfaitement dans l'état parfait. Donc, c'est de développer ça, cette croyance-là, puis c'est d'entraîner ça aussi. Puis on entraîne ça en s'entraînant dans des conditions qui ne sont pas optimales. Je ne sais pas, des fois, ça va être il fait chaud. Oui, il fait chaud. Puis on va compétitionner des fois quand il fait chaud. Ça va être je me sens pas bien. Ou, oui, ça peut arriver. Puis on va performer quand même. Donc, c'est de ne pas avoir nécessairement toujours les conditions optimales. C'est un peu le même principe, si je comprends bien, au volleyball. Si notre joueuse à l'attaque va moins bien, ça se peut qu'elle soit très, très bonne en défense cette journée-là. Et juste lui rendre compte, en fait, lui faire rendre compte de la situation pour qu'elle continue à performer. Oui, tout à fait. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour que l'équipe performe bien. Elle a juste besoin de faire sa job pour que l'équipe performe bien. Puis il y a des jours où elle va la faire super, puis il y a des jours où elle va la faire juste bien, puis c'est correct aussi. Puis c'est ça aussi la beauté d'une équipe, c'est que j'ai pas besoin d'être extraordinaire
parce que j'ai d'autres coéquipières ou coéquipiers qui, eux, peuvent prendre le relais si moi, je suis un petit peu en dessous de mon standard habituel, tu sais. Donc, Un peu le même principe pour l'entraîneur. On a des bonnes journées, des moins bonnes journées. ben oui. Le comprendre que c'est possible pour l'athlète. Ben oui, tout à fait. Tu sais, l'entraîneur, il n'est pas non plus toujours en état de grâce, là. Il n'est pas toujours dans le flow, là. Mais il faut qu'il fasse sa job quand même. Donc, c'est la même chose pour les athlètes. J'aimerais ça qu'on se tourne un petit peu vers la confiance d'équipe. Il y a souvent des activités qui sont faites en début d'année pour bâtir ce collectif-là. Puis il y en a un qui me vient en tête puis que j'ai la misère un peu à bien comprendre sur le rôle de la confiance. C'est celui où on bande les yeux d'une athlète puis on lui dit « OK, laisse-toi tomber en arrière de toi. » Ah, puis là, quand ça marche, wow, la confiance est bâtie. Et dans ma tête, cet exercice-là, c'est plus un exercice de guts de l'athlète de se laisser tomber parce qu'on sait très bien que tout le monde va la rattraper. Je ne sais pas si tu es d'accord en fait avec moi, puis tu peux m'expliquer un peu le principe de cet exercice-là et si surtout tu en as d'autres plus pertinents pour bâtir la confiance collective. Oui, mais tu sais, cet exercice-là, ça date, écoute, des années 60, là. Les premiers, justement, les premiers théoriciens des dynamiques de groupe, etc. Tu sais, je pense que nos stratégies de cohésion ont évolué depuis, là. Je pense plus qu'on fait vraiment ça, là, se laisser tomber dans les bras de l'autre. Tu as raison, tu sais, je pense que c'est plus un... Est-ce que j'ai le guts de le faire versus est-ce que c'est vraiment la confiance qui est construite? J'irais, écoute, pour construire la confiance collective, j'irais par étapes. J'irais en tout début là, de saison, tu sais, c'est important qu'on s'entende tous sur c'est quoi nos valeurs d'équipe? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on partage des objectifs communs? Est-ce qu'on est là pour les mêmes raisons? Puis déjà, cette connaissance-là des raisons pourquoi les coéquipiers et les coéquipières sont là, bien déjà, ça permet de faire des liens. Déjà, ça permet à la personne, je reviens à ce que je disais tantôt avec la théorie de l'apprentissage social de Bandura, mais ça permet de voir des gens auxquels je peux m'identifier. Puis, si ces gens-là, ils sont là pour ces raisons-là, bien moi aussi. Tu sais, je m'identifie, ça crée le sentiment d'appartenance. Puis ce sentiment-là, bien, il va grandir, il va se construire et il va se transformer en confiance collective éventuellement. Fait que je commencerai avec ça. Puis au fil, justement, que la saison débute, bien là, j'instaurais des processus de communication où, justement, on aborde des sujets qui sont d'importance pour tout le monde, où on donne la permission, la chance à tout le monde de s'exprimer, d'avoir des différends, des désaccords parfois, sans être rejeté, justement, par l'équipe. Donc, d'instaurer un climat d'ouverture, un climat de non-jugement, un climat d'écoute. Je pense que ça construit beaucoup plus la confiance que des activités là, de type je me laisse aller dans les bras de l'autre. Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup de sports, des équipes qui font des retraites collectives dans le but de bâtir, mais c'est un coût qui est énorme pour certains programmes. Est-ce que juste le faire passer du temps à faire autre chose que le sport peut aider plus vite à créer un sentiment d'équipe? Et quand on travaille, quand on fait ce genre d'activité-là, de retraite, par exemple, là, on travaille surtout sur la cohésion sociale. On apprend à se connaître. On fait des activités sociales. On fait des choses qui sont hors terrain. Donc, oui, ça aide de développer la cohésion sociale. C'est important. Ça aide à se sentir à l'aise dans le groupe. Ça aide à créer des liens. Ça aide à connaître nos coéquipiers. Mais ce n'est pas le seul ingrédient. Ça prend aussi ce qu'on appelle une cohésion opératoire, hein, où on apprend à travailler ensemble.
Et ça se construit principalement sur le terrain, à l'entraînement. On a beau faire des jeux ensemble, c'est pas du tout la même chose que de jouer ensemble, de pratiquer notre sport ensemble. Donc, la cohésion opératoire, elle va se construire vraiment à l'entraînement, où justement, on est en relation avec les coéquipiers, on apprend à découvrir le coéquipier dans son rôle sportif. Donc oui, les retraites sont intéressantes, mais c'est l'aspect social qu'on travaille. C'est pas l'aspect opératoire. Il ne faut pas penser qu'après une retraite, paf, la confiance est établie. Là, au contraire. On a juste semé une graine, on a appris un peu à se connaître, mais ça va être vraiment sur le terrain que ça va se jouer. Qu'est-ce qui arrive au volley? Hein, on est 6 sur le terrain, 7 avec les libéraux quand 40. On a besoin d'à peu près tout le monde, à peu près à tous les jeux dans notre sport. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un manque de confiance collectif? Est-ce que ça scrape tout ce qu'on bâtit? Est-ce qu'il faut recommencer? Est-ce qu'il faut patcher? Est-ce qu'on change certaines joueuses qui ne s'entendent pas ensemble? C'est complexe, hein? C'est comme... Oui, ça dépend des situations, je te dirais, mais tu sais, des manques de confiance collective, ça peut venir d'où? Bien, ça peut venir, mettons, une des joueuses qui aurait fait une erreur, qui a coûté peut-être un match ou un point. Ben non, on ne change pas notre alignement pour une erreur. On ne change pas notre alignement pour une mauvaise performance. On va débriefer la situation, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mauvaise communication? Est-ce que c'est un conflit entre deux joueurs? Tu sais, on va aller à la source de ça. Et donc, si c'est un conflit, ça peut se régler. Si c'est une mauvaise communication, on peut mettre en place des processus de communication. On peut corriger une erreur. Si c'est un manque de connaissances ou de compétences, on va continuer à travailler cet élément-là. Tu sais, la confiance, ça vient aussi avec le droit à l'erreur. Si dans l'équipe, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place pour l'erreur, il n'y a pas de place donc pour prendre des risques, il n'y a pas de confiance possible. Je ne vais pas me mettre en danger, je ne vais pas me montrer vulnérable si je sais qu'il n'y a pas de place pour ça. Et donc, s'il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas non plus de créativité, puis il n'y a pas non plus d'apprentissage puis de développement possible. On va continuer à faire ce qu'on est habitué de faire puis ce qu'on fait bien parce que c'est safe. Donc, si c'est sécuritaire, on reste dans notre cercle et on fait ce qu'on a à faire. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va performer? Non, on va performer si on essaye des choses, on va performer si on sort de notre zone de confort. Mais pour ça, il faut que je me sente en sécurité de sortir de ma zone de confort. Puis le risque, ça vient avec possiblement une erreur, possiblement un échec, mais il faut qu'il y ait de la place pour ça. Il faut que l'entraîneur ait mis la table, ait construit un climat d'équipe où on a le droit à l'erreur, mais l'erreur sert de base à l'apprentissage. Puis on apprend nos erreurs, puis on se développe. C'est comme ça qu'on se développe, en fait. Dans un sport collectif, est-ce que tout le monde doit avoir une excellente confiance en elle pour pouvoir jouer ensemble? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire non. Ça prend une confiance en soi minimale. Ça prend une base. Ça prend une base solide, une joueuse qui est capable, comme on le disait tantôt, de prendre des risques, d'essayer des choses minimalement. Mais on n'a pas besoin d'avoir une confiance à tout casser. On n'a pas besoin de ne jamais douter. D'ailleurs, ça n'existe pas. Là. Je veux qu'on s'entende là-dessus. Je ne connais aucun athlète qui ne doute jamais. Je ne connais aucun athlète qui ne se remet pas en question une fois de temps en temps. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une confiance à tout casser. On a besoin d'avoir une certaine confiance pour être capable, justement,
d'essayer des choses. Est-ce que le sentiment d'appartenance qui serait très fort envers le programme peut aider la confiance envers l'équipe? Je crois que oui. Comme on a dit tantôt, hein, le sentiment d'appartenance qu'on va développer envers l'équipe ou envers le programme va faire en sorte que, oui, je vais croire en ce programme-là. Et si je crois en ce programme-là, ben, je vais faire confiance au processus. Donc oui, moi, je pense que de croire en l'équipe, de croire en le programme, ça augmente la confiance collective, ouais. En fait, c'est une impression que je vais te donner quand que je regarde un peu ce qui se passe dans les équipes. J'ai l'impression souvent que l'entraîneur, on va patcher la problématique avant de la voir venir sur ce volet-là. Euh, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qui seraient qu'on pourrait voir venir dans la confiance collective avant de patcher puis de trouver vite des solutions de comment arranger le tout? C'est une bonne question. J'aurais tendance à garder en tête un peu la grille des 3C plus 1. D'avoir ça un peu comme une grille d'observation. L'entraîneur qui a ça en tête quand il regarde aller son équipe. Est-ce qu'entre les joueuses, il y a de la complicité? Il y a de la proximité. Est-ce qu'elles aiment ça, jouer ensemble, être ensemble? Elles rient, elles sourient, elles s'entendent bien. L'aspect, justement, la cohésion sociale. Est-ce que c'est là? L'aspect complémentarité. Est-ce que, justement, dans les rôles, dans les façons de jouer, est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce que moi, comme entraîneur, j'utilise les forces de chacune de manière à construire quelque chose d'intéressant? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être des joueuses qui se demandent c'est quoi leur rôle, qui n'ont pas trouvé leur place encore dans l'équipe. L'aspect concertation, est-ce que toutes les filles ont un but commun? Est-ce qu'elles s'entendent pour marcher ensemble vers ce but commun-là? Ou est-ce qu'il y a des agendas cachés de certaines filles? Est-ce que chacune peut-être tire la couverture un peu de son côté, peut-être pour avoir plus de leadership, plus d'attention de la part du coach, plus de temps de jeu, etc. Ça, je pense que c'est des signes, des choses à surveiller qui permettraient au coach peut-être de voir venir là, des problématiques. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. J'écoutais Lucas Jaden qui travaille beaucoup avec des équipes de la NCAA puis avec des entreprises aux États-Unis. Puis il parlait qu'une des habiletés importantes pour bâtir une relation de confiance avec l'athlète, et plus l'athlète envers l'entraîneur, c'est la crédibilité de l'entraîneur. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des trucs pour que l'athlète qui vient vers l'entraîneur le voit crédible rapidement dans ce qu'il fait? Parce que je pense que les entraîneurs qui sont avec les équipes au Québec, c'est tous des entraîneurs qui sont crédibles. Certains ont un manque d'expérience, c'est normal. On passe tout par là. Puis il faut que ça arrive un jour. Mais comment toi, tu vois ça, cette crédibilité-là dans le cheminement de la confiance? Ben, je pense que c'est essentiel. On parlait tantôt de communication. Pour moi, la crédibilité, elle passe beaucoup par la communication. Est-ce que l'entraîneur est capable d'être authentique, d'être honnête? Est-ce qu'il est capable d'être clair dans ses indications? Est-ce qu'il est capable d'être cohérent aussi dans ses consignes, dans ses rétroactions, dans ses attentes? Pour moi, la crédibilité d'un entraîneur, c'est pas son background, c'est pas sa réputation. Pour moi, c'est vraiment sa capacité à communiquer son message de manière claire, authentique. Ce qui construit, je pense, la crédibilité, c'est d'être capable de communiquer les bons coups, mais aussi les rétroactions plus difficiles à faire, les conversations difficiles à avoir. Est-ce que le coach est capable d'avoir ces conversations-là ou est-ce qu'il n'est pas à l'aise puis il va balayer sous le tapis certaines problématiques? Donc, pour moi, c'est ça la crédibilité d'un coach.
Est-ce qu'il est capable de bien communiquer avec ses athlètes de manière authentique et honnête? Fait que si, écoute, je vais extrapoler un peu ce que tu viens de me dire, là. Un entraîneur qui, disons, qui a moins de compétences techniques, mais qui arrive à bien communiquer, va quand même avoir une crédibilité technique, même si ce qui montre, c'est pas nécessairement ce qui serait souhaitable. Ben, tu sais, c'est sûr que je pense qu'il faut qu'il y ait des compétences là, minimales. Un entraîneur qui ne connaîtrait rien ne peut pas pallier à son manque de compétences. Là. Ça, c'est sûr. Mais quelqu'un qui a peut-être moins de compétences qu'un autre, mais qui a une meilleure communication, qui est capable de mieux faire passer son message, qui est capable de connecter avec ses entraîneurs, oui, je pense qu'il peut avoir une plus grande crédibilité. OK. Changement complètement de sphère. Le rôle du parent dans la confiance, important. Est-ce qu'on doit l'inclure dans ce qu'on fait? Essentiel. On l'inclut un peu dans ce qui se passe, on le partage. J'avais une discussion, en fait, avec une entraîneur en France, puis elle me disait que des fois, ça peut être touché la relation que le parent peut avoir avec son athlète. Est-ce que ça joue, comme tu dis, un rôle essentiel, négatif ou positif? Là? Tout à fait. La relation avec le parent fait un athlète ou défait un athlète. La relation, c'est presque aussi important que la relation avec le coach, en fait, même plus. Moi, je le répète souvent quand je donne des ateliers ou des conférences aux entraîneurs, je le répète ce message-là. En 2020, l'entraîneur ne peut pas se permettre de laisser le parent sur les lignes de côté. Et le parent fait partie intégrale de l'équipe. C'est ultra important de connecter avec le parent, de communiquer avec le parent, de mettre le parent sur notre côté pour que le parent devienne un allié et qu'il vienne renforcer les messages qu'on essaie de transmettre à nos athlètes. Il n'y a rien de pire qu'un parent qui travaille à l'inverse de ce qu'on fait dans notre dos. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur là, qui veut avoir ce genre de parent-là sur son équipe. Donc, les entraîneurs doivent parler aux parents, inclure les parents, communiquer, transmettre les informations aux parents, être honnête avec les parents, avoir des conversations difficiles quand ça ne fait pas l'affaire avec les parents. C'est sûr que ça dépend, bien sûr, là, de l'âge, de la maturité, du niveau des athlètes avec qui on travaille. Plus l'athlète est mature, adulte, responsable de son projet sportif, moins le parent est présent. Naturellement, le parent va prendre un rôle secondaire lorsque l'athlète monte dans les niveaux ou se développe, mais il reste important. On se prépare pour des Olympiques, mais on va avoir des rencontres avec les parents pour les préparer, pour les aider, les guider dans le soutien à leur enfant, qui n'est plus un enfant, souvent c'est rendu des adultes à ce niveau-là, mais oui, on inclut le parent aussi. Parce que le parent vit une expérience à travers la pratique sportive de son enfant. Et dans cette expérience-là, cette expérience-là, elle est teintée, elle est biaisée de toutes sortes de choses. Elle est biaisée des propres expériences des parents. Elle est biaisée par les attentes des parents. Donc oui, il faut recadrer ça, il faut communiquer nos attentes, notre façon de faire comme entraîneur. Il faut que ce soit très, très clair avec les parents. Est-ce qu'on irait jusqu'au rôle de l'athlète qu'on parlait tantôt, là, l'athlète qui ne joue pas, qui est sur l'équipe de réserve, qui, elle, peut-être acceptait son rôle au départ, mais comme tu dis, elle retourne à la maison, puis le parent, il dit, tant qu'elle n'a pas joué, tu devrais peut-être arrêter ou changer de sport ou peu importe. Tout à fait. Tout à fait. Il faut communiquer ça. Il faut communiquer notre philosophie d'entraîneur aux parents. Il faut communiquer notre programme aux parents.
Puis si l'athlète qu'on a recruté, mais qu'on sait qu'il ne jouera pas cette année, bien, il faut que le parent le sache. Il faut que le parent comprenne que, bien, voici c'est quoi le programme, voici c'est quoi mes attentes pour cette joueuse-là, voici comment je veux la développer. Elle ne jouera peut-être pas cette année, mais dans 2 ans, ça va être un pilier important de l'équipe. Tu sais, il faut que le parent sache ça. On n'est plus dans les années 80 où le sport était une garderie, où l'enfant était laissé, allez, va, amuse-toi. Ben non, le sport, c'est une sphère importante de la vie qui est investie par l'athlète, par le jeune lui-même, mais qui est investie aussi par le parent. Puis de nos jours, être un bon parent, mais c'est être à l'écoute de ce que notre jeune vit. Puis comme le sport est une sphère importante, bien, on veut être à l'écoute de ce qui se passe dans le sport. Et donc, on veut se sentir impliqué, euh, on veut, on veut soutenir notre athlète, notre enfant du mieux qu'on peut. Bien, c'est sûr qu'on va se tourner vers l'entraîneur pour ça, pour des conseils, je veux savoir c'est quoi le programme, c'est quoi tes intentions pour mon enfant. Fait que quand on est un jeune entraîneur, ça devient difficile des fois à confronter parce qu'on se sent peut-être attaqué par le parent qui est des fois 20, 30, 40 ans plus vieux que nous autres quand on commence à coacher. Oui. Oui. Bien, c'est vrai pour tous les jeunes intervenants. Hein. Tu sais, quand on arrive un peu, on n'est pas solide sur nos pieds. Là. On est moins groundé. Tu sais, on commence, on a plein de choses à apprendre. Mais c'est tellement important d'avoir fait cette réflexion-là de OK, je suis qui, moi, comme entraîneur en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi ma philosophie de coaching? C'est quoi mon plan pour cette équipe-là? Puis d'être capable de bien communiquer ça. C'est quelque chose, tu vois, que je pense qu'il devrait être véhiculé plus rapidement dans le coaching. C'est quelque chose qu'on apprend au niveau 4. En fait, on fait le travail souvent un peu avant quand ça fait quelques années, mais c'est là qu'on doit développer cette philosophie-là, puis l'écrire, la bâtir. Mais je pense que dès qu'on commence, on devrait travailler à bâtir qui on est comme entraîneur. Oui, tout à fait. D'être au clair avec pourquoi j'ai choisi ce métier-là ou cette job-là. Tu sais, quand on commence, c'est peut-être juste une job là, temporaire, c'est un petit contrat. Bien, pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de prendre ce contrat-là? Qu'est-ce que je viens chercher, moi, là-dedans, comme entraîneur? C'est quoi mes ressources? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes valeurs? Tu sais, ça aussi, cette réflexion-là, cette introspection-là, ça aide l'entraîneur à bâtir sa propre confiance aussi. Puis quand ça, c'est clair, ben je peux ensuite communiquer clairement ces éléments-là à mon équipe, mais aux parents aussi. Je dois t'avouer que la première fois qu'on m'a demandé pourquoi tu coaches, j'ai pas été capable de répondre. Je me souviens encore, ça a dû prendre quelques semaines avant que je me dise, ben, parce que j'aime ça. Mais est-ce que c'était pour moi, c'était la réponse, mais c'était peut-être pas la meilleure réponse qu'il avait à donner. Mais à ce moment-là, je le faisais par plaisir, entraîner. En fait, il y a encore un peu de plaisir dans ce que je fais, bien entendu. J'espère. C'est pour ça qu'on coach d'habitude. J'aimerais ça revenir. Tu disais que vous faites des réunions de parents avec les athlètes olympiques. Ouais. Puis un peu avant, tu nous disais, ben, plus l'athlète mature, plus le parent se distancie. Jusque où tu crois, collégial, universitaire, est-ce que tu crois que ça peut être encore pertinent d'avoir ces discussions-là avec les parents? Oui. Oui, parce que les parents sont de plus en plus impliqués longtemps. Hein? On voit des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, 20 ans. Au niveau universitaire, là, des parents qui sont beaucoup plus présents, même rendus au niveau universitaire. Donc oui, je pense que c'est pertinent. Est-ce qu'on a besoin de les rencontrer à chaque semaine? Non, bien sûr que non. Mais oui, une rencontre en début d'année, quelques courriels en cours d'année hein, pour maintenir la communication ouverte. Puis, tu sais, pourquoi pas une activité reconnaissance à la fin de l'année où justement, on remercie les parents de leur soutien, de leur présence. Tu sais, on veut les mettre de notre bord, là, ces parents-là.
Donc oui, moi, je pense qu'au niveau collégial et universitaire, ça reste pertinent, même si c'est moins fréquemment. Puis au scolaire, peut-être un petit truc, les laisser après la pratique, quand les parents viennent chercher les enfants, peut-être sortir, puis au moins les saluer, dire bonjour, avez-vous des questions? Oui, tout à fait. Ben, tu sais, entretenir la conversation, rester disponible s'ils viennent vers nous et ont des questions. Ouais, En fait, c'est sûr qu'ils ont des questions. ben, se montrer disponible pour répondre à leurs questions. Tu sais, il me semble que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Là. En terminant, Émilie, la question que je pose à tous les gens qui viennent discuter avec moi, est-ce que tu as un ou deux livres à nous référer, en fait, qui pourraient nous aider dans notre coaching? Ben, en ce moment, il y en a juste un qui me vient en tête là, spontanément comme ça. Ça serait Dare to Lead de Brené Brown qui aborde justement le concept de vulnérabilité, d'authenticité des leaders. Et on disait tantôt hein, que l'aspect peut-être émotionnel, c'était peut-être celui avec lequel les entraîneurs étaient un peu moins à l'aise. Ben Brené Brown, elle aborde ça de front. Donc de apprivoiser ce côté émotionnel-là, notre côté émotionnel, mais après ça aussi connecter sur le plan émotionnel avec notre équipe. Moi, c'est ce que je proposerais. Amélie, un grand merci d'avoir passé le temps de venir discuter avec nous. Très pertinent, en fait, comme conversation. Je retiens plein de points qu'on va pouvoir rapidement remettre en pratique. Puis j'espère que les entraîneurs, jeunes ou moins jeunes, ont pu apprendre un petit peu sur la confiance avec toi. Ben merci, ça m'a fait plaisir. Puis, ben, s'il y a d'autres questions, là, peut-être tu pourras me les envoyer ou les entraîneurs peuvent communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions. Merci beaucoup, Amélie. Au plaisir. Merci. Bye bye, André.